Jérôme Constant. Aujourd'hui, je suis installé à Mendoza. J'ai deux entreprises, une qui s'appelle Anna Bistro et l'autre qui s'appelle Briassa. La première, c'est un restaurant et la seconde, c'est une pâtisserie. En France, moi, c'est vrai que j'ai travaillé avec plusieurs personnes. Sur Paris, j'avais travaillé avec quelqu'un sur un projet. Quand j'étais à Lyon aussi, en parallèle, j'ai travaillé sur quelqu'un sur un autre projet d'entrepreneuriat. Certaines fois, même moi, entre deux boulots, j'ai essayé de pas reprendre tout de suite un boulot, mais réfléchir et concrétiser et développer un projet pour être entrepreneur. Ce qu'il y a, c'est que quand on est jeune, on n'a pas forcément la maturité et la clairvoyance des chemins les plus faciles pour être entrepreneur. Mais bon, en se confrontant à la question aussi, on apprend et on commence à... On remet en question sa stratégie à un et on l'adapte pour avoir une démarche plus pragmatique, plus réaliste et plus pertinente. Donc je pense que c'est grâce à ça aussi que j'ai pu créer mon entreprise à 31 ans, 30 ans. Argentine, après avoir essayé pendant pas mal de temps de créer mon entreprise en France, j'en étais venu à la conclusion que c'était beaucoup plus simple de créer une entreprise en dehors de France en tant que Français, parce que nul n'est prophète dans son pays, et la différenciation est beaucoup plus simple. En France, moi je pense et je suis formaté comme un Français et j'ai des savoir-faire souvent qui sont similaires, qui me sont donnés, octroyés soit à travers de mon université, soit je connais pas mal de Français qui ont des connaissances dans certains corps de métier, dans lesquels il y a une multitude de Français qui ont des connaissances dans ce corps de métier. En allant hors de France, je peux apporter une plus-value dans différents secteurs d'activité, en apportant des idées, un savoir-faire et des projets qui ont été déjà validés économiquement en France, hors de France, en me différenciant par rapport à ce qui se fait déjà sur le marché de façon automatique. Donc c'est effectivement beaucoup plus simple de se différencier en dehors de son pays que dans son pays. Ou sinon à l'inverse, de vivre plusieurs années à l'étranger et de ramener une idée qui a été validée économiquement à l'extérieur et qui peut s'adapter à la société française, mais qui n'a pas été développée et qui n'existe pas en France. En fait, approchant de la trentaine, je me suis dit qu'en fait, j'avais acquis suffisamment d'expérience et de savoir-faire en tant qu'employé. Je me suis dit, maintenant, il faut que tu essayes d'accélérer le processus. Sinon, tu risques de perdre l'énergie, l'envie et le contexte que tu vas avoir ne va plus être favorable pour être entrepreneur. Donc je me suis dit, bon, il faut y aller. À l'époque, j'avais la chance d'avoir mis pas mal d'argent de côté grâce aux fonctions que j'avais accumulées au Canada et en France. Et donc j'en étais arrivé à la conclusion que c'était beaucoup plus simple de créer mon entreprise à l'étranger. Donc ça, déjà j'avais cette idée-là. Et l'autre idée que j'avais, c'est que comme j'avais un budget limité, je me suis dit, il faut que tu trouves l'idéal, ça serait de trouver un pays en crise. Pour des questions de montant d'investissement. Les montants d'investissement vont être bien plus raisonnables quand tu es dans un pays qui est en inversion de cycle que quand tu investis dans un pays qui est complètement florissant et qui a la vente en coupe. À l'époque, quand même, le Canada m'intéressait aussi. C'est aussi pour ça que j'avais accepté les fonctions. Le Canada, c'était un pays toujours qui m'avait attiré et fasciné. À l'époque, avant de quitter le Canada, je suis parti quand même visiter les Rocheuses. Et j'ai allié l'agréable et la découverte en même temps et la veille entrepreneuriale. Donc en fait, moi, comme je suis un fou de pêche et de montagne, je suis allé faire des treks et pêcher dans les Rocheuses et en British Columbia. Et en même temps, je me suis renseigné sur le coût des terrains, le coût des maisons, du foncier, etc. Mon idée à l'époque, c'était d'investir dans le foncier
en investissant dans le foncier, de jumeler les deux avec une création d'entreprise derrière. Mais bon, le coût des terrains, des maisons, pour être entrepreneur là-bas était inaccessible pour moi. Ou si jamais enfin, l'accès à la propriété d'Espoir après était complètement rédhibitoire au niveau de la création d'entreprise derrière, c'est-à-dire que j'avais plus aucun budget résiduel. Donc en fait j'ai mis une croix dessus et à l'époque c'est vrai que la crise en Argentine m'avait interpellé. C'est que l'Argentine du jour au lendemain est passée du pays le plus cher d'Amérique du Sud. Le coût de la vie était quasiment sur des niveaux comparables à ceux en Europe ou ceux en France. Et du jour au lendemain, c'est passé à un pays moins cher que l'Équateur. Donc je me suis dit, c'est peut-être le moment. C'est un pays dans lequel la qualité de vie et au niveau culturel peut correspondre à mes goûts, à mes attentes. Donc je me suis dit, si t'attends, de toute manière, ça va être trop tard. Donc il faut y aller vite. Donc je me suis dit, je vais faire un voyage au fil des Andes. De la même façon, associer l'agréable et l'utile, donc veille concurrentielle et voir s'il y a des opportunités. Et en même temps, je me suis dit, je vais me faire plaisir. Et donc je me suis fait j'ai voyagé au fil des Andes, j'ai découvert un peu les différentes sociétés. Et j'ai intercalé ça avec des treks et de la pêche à la mouche dans toutes les rivières des Andes. J'ai fait ça d'Équateur jusqu'en terre de fond. Voilà, donc c'est... Quand je me suis dit, écoute, il faut que tu essayes de faire quelque chose en Argentine, j'ai mené de front plusieurs projets. Un projet d'exportation de morilles qui venait de Patagonie. J'ai vu qu'il y avait des foyers de morilles super importants, que ce soit du côté chilien ou du côté argentin. Il y en avait suffisamment pour que ça soit une activité viable et intéressante. J'ai développé un projet d'hôtel sur le terrain que j'avais acheté à Mendoza. Et j'avais d'autres projets qui étaient liés plus ou moins connectés avec l'agroalimentaire. Projet de production d'échalotes, production de foie gras. Comme beaucoup, mais j'ai trouvé que ça manquait un peu de peps et de différenciation. Avant d'arriver à Mendoza, moi je pensais faire quelque chose dans le vin, exportation de vin et négociation, etc. Mais j'ai trouvé très vite que ça manquait moi j'avais aucun élément différenciant à apporter et qu'il y avait déjà beaucoup de personnes sur ce secteur-là et ça manquait un peu de créativité. Enfin, pour moi c'était pas convaincant comme type de débouché de projet. Et donc bout de front, j'ai mené ces différents projets, j'ai essayé de trouver des fonds pour financer le projet de l'hôtel sur le terrain que j'avais acquis qui était à 700 mètres de la place centrale de Mendoza. Et en fait, ne trouvant pas suffisamment de fonds en France, j'ai complètement coupé le montant des investissements et en vivant pendant plusieurs mois sur Mendoza, je me suis rendu compte que le secteur de la restauration était complètement à la traîne, l'offre était complètement préhistorique et que ça devait être extrêmement facile de monter un restaurant, une grosse brasserie d'une taille suffisamment importante pour pouvoir déléguer, que ce soit suffisamment rentable pour ne pas en être complètement prisonnier et d'être nettement meilleur des différents acteurs qu'il y avait sur le marché. Ce qui est clair, c'est qu'à l'époque, j'aurais jamais fait ça. Ça me semblait complètement une idée farfelue d'être restaurateur, mais vu le retard et l'immaturité totale du marché, je me suis dit sur Mendoza, pourquoi pas. À cette époque-là, je me suis dit, je ne vais pas faire le projet tout seul. J'ai appelé mon frère qui est au Cameroun. Et je lui ai dit, écoute, voilà, j'ai tel projet, est-ce que ça t'intéresse ? Et lui, du tac au tac, il me répond oui. Donc je lui dis, écoute, le problème c'est qu'on n'a aucun savoir-faire dans ce corps de métier-là, ni toi ni moi. Ce que je te propose, c'est que moi je gère
le développement administratif, la gestion de la construction, de la déco intérieure, etc. Et toi, tu essayes de bosser dans différents brasseries et bars branchés de Paris, et tu essayais de voir comment ils fonctionnent, d'étudier pourquoi ils sont à la mode, étudier leur carte des prix, leur organisation au niveau de la production, au niveau des commandes, jusqu'à la hauteur des tables, la hauteur du bar, le pass, les dimensions du pass, où est situé le pass, etc. Et en fait, lui a commencé à travailler, il a travaillé dans plusieurs lieux pendant 1 à 3 mois, et il a accumulé les informations. Moi je suis allé un peu sur Buenos Aires aussi, de façon extérieure, j'ai regardé un peu, j'ai étudié les concepts qui fonctionnaient bien, et on se faisait régulièrement des réunions sur Skype, et en fusionnant toutes ces informations plus notre bon sens et tout le savoir-faire qu'on a accumulé auparavant, donc on a pris différentes décisions, et en 1 an on a développé et ouvert un bistrot. Un projet aujourd'hui qui a vraiment marqué l'histoire de la gastronomie sur Mendoza, et qui est toujours aujourd'hui unique dans le centre, et qui est aujourd'hui l'une des références, parce que à l'époque on a mis un restaurant au milieu dans un jardin en plein centre-ville. Ça aujourd'hui toujours ça n'existe pas. On a créé une ambientation qui est complètement différente, on a créé une carte qui est complètement différente, on a créé un style de service qui est complètement différent, et on a su rester toujours en relation qualité-prix très compétitif. Déjà, ayez confiance en vous, et il faut être persévérant. Probablement vous n'allez pas pouvoir être entrepreneur quand vous le souhaitez dès les 6 premiers mois. Mon premier conseil, c'est déjà se familiariser avec le monde de la petite entreprise et travailler dans le monde de la petite entreprise et être au contact des entrepreneurs. Pour limiter le risque d'échec, moi je conseillerais de travailler 5 ou 6 ans dans des PME. Ce que peut vous apprendre les entrepreneurs pendant ces 5 ou 6 ans, ça peut être l'équivalent de 15 ou 20 ans de boîte. C'est toujours possible d'apprendre de façon autodidacte, mais c'est tellement plus facile et plus rapide d'apprendre de personnes qui ont déjà l'expérience que c'est dommage de s'en priver, quoi. Après, ça va vous ouvrir les yeux sur un certain nombre de choses et d'aspects. Ça va vous permettre d'aller beaucoup plus vite, et ça va vous limiter des risques d'erreur. Énormément. Et il faut voir ça comme un générateur d'idées et de comprendre ce que c'est le chemin de l'entrepreneuriat. Vous allez avoir la chance d'avoir une opportunité tout de suite et ça peut fonctionner, comme vous ne pouvez pas avoir la chance d'avoir cette chance et cette opportunité. C'est pas pour autant qu'il faut baisser les bras. Si vraiment c'est ce que vous voulez, c'est ce qui correspond à votre caractère, il faut mettre en place une stratégie, adapter cette stratégie en fonction de tout ce que vous apprenez et de tout ce que vous apprenez, et de tout l'environnement qui va se modifier en fonction du temps. Mais il faut persévérer, et il faut vraiment avoir une stratégie dédiée à l'entrepreneuriat. Si vous voulez mettre 100% de chance de votre côté. La différenciation est l'élément clé pour avoir un projet qui fonctionne. Ça, c'était l'élément révélateur de Porter dans le bouquin qu'il a écrit, et je crois que c'est toujours d'actualité, et ça restera en permanence d'actualité. Il faut se différencier d'une façon ou d'une autre sur le marché sur lequel vous allez arriver. Donc, comment le faire? Méfiez-vous des pays qui ont un développement parfait depuis 6 ou 7 ans. Le retournement de cycle est probablement à venir dans les 2 ou 3 années. Si on étudie les courbes de croissance au niveau des courbes de vie et de cycle au niveau du développement pays, c'est extrêmement rare d'avoir
un contexte très favorable et une forte croissance, plus de 5 ou 6 ans. Après, l'autre conseil que je pourrais vous donner, c'est qu'il faut être sûr que l'entrepreneuriat correspond à votre caractère et ce que vous souhaitez faire. Ce qui est sûr, c'est que les 3 premières années d'entrepreneuriat vont être probablement les 3 années où vous allez le plus bosser de votre vie. C'est énormément de boulot, c'est énormément de facteurs qui peuvent provoquer des angoisses et des inquiétudes, des contextes qui peuvent être compliqués à gérer, donc il faut être prêt à ça. Mais bon, ça provoque une satisfaction totale quand ça fonctionne. C'est extrêmement enrichissant, intéressant. Il faut être en permanence créatif. Il faut aimer le risque. Si vous n'avez pas le risque, faites pas ça. Il faut avoir, un tempérament risqué. Hein. Si le risque vous stresse, c'est pas fait pour vous. Voilà. Et non. Suivez vos convictions à un moment donné. À un moment donné, si vous êtes sûr et que si vous êtes convaincu par votre projet, il faut y aller. Il faut y aller, il faut essayer. La prudence des gens qui vous entourent vous diront toujours, ou intuitivement, quelqu'un qui vous conseiller, un proche, l'environnement familial, ou un contexte professionnel, auront toujours une vision prudente et vous essaieront la plupart du temps de vous détourner de votre projet, de vous conseiller une voie plus traditionnelle, plus sûre. Là, à un moment donné, il n'y a que vous qui puissiez prendre la décision, ça c'est sûr, c'est vous qui prenez la décision. Et il faut écouter vos convictions, n'écoutez pas la routine de la prudence, de la petite musique, un plan de carrière conventionnel, etc. Si c'est pas ce que vous souhaitez. Écoutez vraiment votre son de cloche, ce que vous souhaitez, et faites et provoquez et faites en sorte que vos rêves deviennent réalité.